Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, une fois, donc la Commission internationale de protection radiologique existait avant l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'information sur les radiations était complètement lacunaire, sur les radiations liées à l'atome, enfin à l'énergie atomique, était complètement lacunaire pour une raison très simple. C'est qu'après Hiroshima et Nagasaki, les Américains ont mis la haute main, enfin ont mis le secret sur tout ce qui était séquelles des deux explosions. Et ils ont quitté le Japon en 1950 en emportant avec eux l'information qui concernait les retombées radioactives, c'est-à-dire les gens qui étaient morts d'avoir reçu les pluies noires, comme on les appelait, c'est-à-dire les retombées des deux explosions. Ils sont partis non seulement avec l'information, mais même les corps étaient aux États-Unis. Ils ont disséqué des dizaines de milliers de morts, de cadavres, et ils les ont emportés aux États-Unis. Et les Japonais n'ont rien dit parce que... Alors les Japonais ont protesté après, le problème du culte des morts, mais bien après, parce qu'ils étaient complètement sidérés et écrasés par la situation, en général. Et c'est seulement au début des années 70 qu'ils ont obtenu qu'on leur rende les corps. C'est très bien écrit dans un film qui se trouve sur notre site, qui s'appelle Blessure atomique, qui a été fait en 2006 par Marc Petitjean, un film absolument remarquable, parce qu'il explique absolument très très bien cette séquence historique. Au tout début, les Américains rendaient les corps. C'est-à-dire qu'ils les vidaient, ils les remplissaient de paille, et ils rendaient les corps, c'est-à-dire de la peau avec de la paille, aux familles. Enfin, c'était même pas empaillé, c'était très grossier. Mais ça permettait en gros d'avoir un visage et puis quelque chose dans une caisse. Et ensuite, les Japonais faisaient le rite des morts et le mettaient avec... vous savez que les Japonais ont une... Comment dire ? Les familles japonaises sont implantées en général depuis des siècles toujours au même endroit. Donc le culte des morts, ça concerne des lignées qui ont plusieurs siècles. Alors qu'il manque quelqu'un, c'était considéré comme véritablement insupportable. Mais au bout de quelques milliers d'empaillages de ce genre, ils s'étaient débordés. Parce que le nombre de morts a augmenté à partir d'un certain moment. Puisque les effets des contaminations se sont traduits, comme chez les liquidateurs de Tchernobyl, par des morts au bout de quelques mois, quelques années, et c'est au bout d'1 ou 2 ans qu'il y en a le plus. Il y en a un peu au début, pour ceux qui ont pris énormément, et puis ceux qui ont pris un petit peu, entre guillemets, eh bien ils vont pourrir sur pied beaucoup plus progressivement. Et au bout d'un certain temps, les services américains qui s'occupaient de ça ont décidé de ne plus rendre les corps. Donc, ils ont jeté les dépouilles en gardant les viscères pour leur travail scientifique. Et ils les ont emportés aux États-Unis. Dans les années 70, il y a donc eu de grandes manifestations d'associations, de familles au Japon, qui ont demandé au gouvernement qu'on rende les corps. Ça a été très difficile. Et finalement... ces corps ont été rendus et les familles ne les ont pas repris parce que c'était des bocaux. Et alors dans le film, vous voyez un entrepôt, comme un entrepôt industriel, avec donc des étagères, et vous avez pratiquement à l'infini, au sens où tout le champ visuel est occupé par une immense quantité de bocaux qui contiennent les viscères. C'est absolument terrifiant. Mais ça, les médias n'en parlent pas non plus. Enfin, on n'a pas été informés. Non, pas du tout. Au Japon, sans doute, bien entendu, mais chez nous, non. Le fait que les Américains aient caché les effets des contaminations internes, non. Alors, ça, c'est une chose qu'il faut quand même savoir, parce que pour les Japonais, ça leur a permis de faire reconnaître les morts des retombées radioactives. Parce que pendant de nombreuses années, je crois que c'est jusqu'en 1971, et ça a été à l'ONU que ça s'est résolu, le bilan officiel de Hiroshima et Nagasaki, c'était 60 000 morts. C'était ceux qui avaient, comme disent les Japonais, vu le pika, le flash. Donc ceux qui avaient été à, en gros, 1 ou 2 kilomètres de la bombe, de l'explosion, pas ceux qui ont été volatilisés, qu'on n'a pas retrouvés, mais ceux qui ont été brûlés et irradiés. Bon. Et ceux-là ont été comptabilisés 60 000.
Et toutes les études des effets des radiations ont été basées sur l'étude de cette cohorte de morts et ensuite de survivants qui avaient vu le Pika. Mais ceux qui avaient subi les retombées sans voir le Pika étaient en dehors de la statistique. Et ils étaient 80 000 les morts. Donc plus nombreux que... Plus nombreux. Ouais. Si bien que lorsque, après des années et des années de procédures et de bagarres, les associations japonaises ont réussi à faire reconnaître, c'était en 1971 à l'ONU, les morts des retombées, et bien effectivement le chiffre est passé de 60 000 à 140 000. Et ça, c'était les morts précoces, bien entendu. Alors, comme les Américains sont partis avec l'information sur les contaminations internes, ne reste au Japon que l'information sur les irradiés. Dans un centre spécial qui étudie ces questions-là, d'ailleurs j'ai ici le livre, je vous montre. La version 1979 du comité japonais qui s'occupe de l'étude des conséquences. Hein? Alors dans ce livre, on a énormément de choses, mais ça ne concerne que les gens qui ont reçu les retombées, le flash, qui ont reçu le flash. Et c'est là-dessus qu'est basée la radioprotection. Et en plus, comme c'est une information complexe, on a retenu que les cancers et les malformations. Pour les cancers, le schéma n'est pas simple. C'est-à-dire que la relation dose-effet n'est pas linéaire. Il y a des gens qui résistent mieux que d'autres. Non, parce que là, on a de larges populations, et effectivement, on sait qu'il y a une petite partie de la population qui a un génome qui résiste mieux aux radiations, parce qu'ils ont un système de réparation qui est plus efficace, et qui, en gros, 5% de la population. Et ceux-là, d'ailleurs, peuvent être sélectionnés pour travailler sous radiation. C'est ce que font les Russes. Plutôt que de sélectionner des gens compétents, ils sélectionnent des gens résistants. Vous me direz, on pourrait avoir les deux à la fois. Mais bon, c'est pas forcément toujours le cas, parce que c'est un problème de calcul de probabilité. Je ne sais pas comment ils font en France, hein, mais enfin, en Russie, c'était connu, on sélectionnait pour travailler sous radiation les gens, on faisait un test, ça se fait avec le sang, juste quelques gouttes de sang, on regarde comment ça résiste, on l'irradie, on regarde comment se fait la réplication des leucocytes, et puis si c'est bon, ils sont considérés comme pouvant travailler sous radiation, et si c'est mauvais, on les expose moins. C'est ça le principe. Alors non, là on parle de grand nombre, hein, de dizaines de milliers de personnes qui ont été suivies au fil des années. Là, ce livre date de 1979. En gros, il y a à ce moment-là à peu près 20 ans de statistiques qui sont traitées dedans. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les doses de radiation faibles ont proportionnellement plus d'effets que les doses d'irradiation fortes. C'est comme l'homéopathie, c'est inversement proportionnel. Non, c'est pas tout à fait comme l'homéopathie, parce que les phénomènes ne sont pas les mêmes. Ouais. Encore que, peut-être, on ne sait rien. Mais là, non, parce qu'on parle de radicaux libres, donc c'est pas les mêmes. Quand vous avez une forte dose de radiation qui vous traverse l'organisme, hein, là c'est des rayons gamma, hein, ils viennent de l'extérieur, ou des neutrons, vous avez une formation de radicaux libres. C'est-à-dire, c'est de la pure énergie. L'énergie pure, c'est-à-dire que vous avez des cellules qui sont ionisées, les molécules d'eau sont dissociées, et vous avez des radicaux agressifs, hein, oxygénés, qui vont pouvoir aller attaquer les matériaux biologiques qui sont autour. Alors, s'ils sont très peu nombreux, la probabilité qu'ils se recombinent avant d'aller taper à droite ou à gauche est faible. S'ils sont très nombreux, ils vont d'abord se recombiner plutôt que d'aller taper, parce qu'ils s'attirent mutuellement. Et cela explique que, bien sûr, les fortes doses font plus d'effet, mais proportionnellement moins que les faibles. Voilà. Alors ceci transparaît très bien dans les tableaux des cancers différés, des populations irradiées des cohortes. Mais c'est compliqué dans des recommandations générales. Alors c'est compliqué, et puis politiquement c'est très embêtant. Parce que ça veut dire que plus la dose est faible, plus elle est proportionnellement dangereuse. Et donc son effet statistique dans une population, si elle est très faible, ne sera jamais nul. Difficile à détecter, mais en fait on pourrait le prouver facilement, jamais nul. Alors comme ça c'est très gênant, la Commission internationale de protection radiologique a mis de côté cette information scientifique, qui est publiée dans des tas de revues à comité de lecture, de livres, c'est véritablement de la science dure, ça, hein, c'est la science de l'épidémiologie sérieuse, et elle dit non, c'est linéaire. Alors si c'est linéaire, c'est très bien, parce que vous avez franchement
près de zéro, vous n'avez plus rien. Alors que si c'est pas linéaire, si ça fait comme ça croît très vite près de zéro, ce qui est le cas. Et non seulement on n'utilise que les cohortes des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, c'est-à-dire la radioactivité externe, pour déterminer la radioprotection, mais en plus on biaise, on truque, on met de côté l'information pour biaiser et dire que c'est une loi linéaire. Par ailleurs, on ne prend pas en compte le fait qu'à Hiroshima et Nagasaki, vous avez des tas de gens qui sont morts, non pas parce qu'ils avaient pris des radiations seulement, mais parce que pendant 3 semaines, ils ont été laissés dans le dénuement le plus total. Et de ce fait, il y a eu une sélection des plus résistants au dénuement, pas aux radiations. Dénuement, c'est-à-dire le manque d'eau, manque de soins pour des blessures, des choses comme ça. Donc les gens pouvaient mourir de tas de choses qui n'étaient pas forcément liées aux radiations, même s'ils avaient été irradiés. Et donc la statistique porte sur une cohorte qui a été sélectionnée par cet épisode extrêmement pénible que les survivants ont vécu avant qu'on leur vienne véritablement en aide. Bon, bien sûr, les médecins japonais sont intervenus tout de suite, mais ils étaient très peu nombreux, parce que d'ailleurs beaucoup avaient été morts dans l'affaire, ou sont morts très vite, ou juste après. Et puis surtout, toutes les infrastructures étaient détruites. On soignait les gens dans les cours d'école. Même pas dans les écoles, parce que les écoles elles étaient déjà pleines de malades. Donc ils étaient dehors. Bon, vous imaginez, quand vous avez été brûlé par la chaleur, les infections qui pouvaient se développer. Enfin bon, il y a donc eu beaucoup de morts qui auraient peut-être survécu dans des conditions plus standards, disons, plus modernes. Alors, ça, c'est donc la base. Et puis, progressivement, l'information est venue parce qu'on a développé l'énergie atomique. Et on s'est aperçu que les normes qu'on avait dérivées au départ de cette expérience Hiroshima-Nagasaki étaient peut-être un peu trop hautes. Il fallait les baisser. Mais on a conservé cette philosophie. La relation dose-effet est linéaire. Et les seules séquelles qu'on doit chercher à éviter, enfin qui vont se produire et qu'il faut chercher à réduire au maximum, ce sont les cancers et les malformations génétiques. Aucune des autres conséquences des contaminations internes ou des irradiations ne sont prises en compte. Comme par exemple ? Alors, il y en a une qui est prise en compte, je vais quand même le dire avant de parler des autres, c'est le syndrome d'irradiation aiguë, qui vous tue en 3 jours ou 3 semaines. Alors là, évidemment, il n'est pas question de cancer, c'est que l'organisme s'empoisonne parce que les radicaux libres produisent des toxines, l'organisme génère des tas de toxines, des protéines toxiques et tout, il ne peut plus les éliminer. Et les vaisseaux sanguins sont extrêmement fragilisés par les radicaux libres, donc vous avez des hémorragies. L'intestin, qui est un viscère fragile, part en eau de boudin, c'est le cas de le dire, et donc la personne meurt très rapidement avec une fièvre intense, puisqu'il y a une infection généralisée, en fait. Bon, on voit il y a des taches partout, il perd les cheveux, enfin bon, c'est le syndrome terrifiant, qui se produit d'ailleurs si vous êtes contaminé aussi, beaucoup. C'est ce qui est arrivé à Litvinenko avec le polonium, là, quand il a été assassiné au polonium. C'est les radicaux libres qui l'ont tué. Le polonium en lui-même, la dose qu'on met qu'on lui a fait ingurgiter pour le tuer, la dose est faible, mais elle est très active. C'est ça le vrai problème. Ce qui n'est pas pris en compte ? Alors, ce qui n'est pas pris en compte, ce sont les maux qui atteignent, actuellement, les enfants de Tchernobyl, ou bien les populations, dès le début d'ailleurs, à Fukushima. À Fukushima, un exemple, les gens se sont étonnés parce qu'il n'y avait aucune information. Au Japon, c'est l'un des pays où finalement l'information sur Tchernobyl est le plus mal passée. Ce qui est paradoxal quand même, parce qu'ils ont subi Hiroshima et Nagasaki. Bon. Oui, on s'est aperçu, nous, puisqu'on a établi des liens immédiatement avec eux, qu'ils étaient vraiment complètement ignorants sur ce qui s'était passé après l'accident de Tchernobyl. C'est-à-dire que le lobby atomique japonais est très fort. Mais au Japon, on sait très bien que quand même la mafia est jusqu'au gouvernement, et la mafia est dans l'industrie atomique, ça on le sait complètement, l'extrême droite mafieuse en fait,
Et donc cette mafia a réussi à la prouesse de vendre l'énergie atomique au Japon. C'est connu, il y a une alliance entre la CIA et la mafia pour vendre l'énergie atomique. Enfin, vendre. Oui, vendre au sens de la propagande. L'industrie atomique au Japon. Et la culture japonaise, la psychologie japonaise était prête à ça. C'est-à-dire que dès le début, même dans les semaines qui ont suivi l'explosion des bombes, on a vu, en tous les cas j'ai un rapport ici d'un radiologue de Nagasaki, qui dit « J'espère qu'on va développer l'énergie atomique pour produire de bonnes choses pour le peuple. Puisqu'on a vu qu'elle était très puissante, il faut absolument qu'on la développe chez nous pour la paix, enfin pour faire de l'énergie. » Sans se poser la question sur ce qui pouvait se passer en accumulant comme ça tant de radioactivité dans des installations. Et donc ce besoin de rédemption, soigner le mal par le mal, d'une certaine façon, se trouvait déjà complètement éprouvé par un médecin, en l'occurrence, qui avait soigné les rescapés de Nagasaki. Mais lui était radiologue. Alors que son équivalent, qui est le docteur Hida, qu'on voit dans le film Blessure atomique, dont je vous ai parlé, qui était lui médecin militaire à Hiroshima, médecin généraliste, lui a tout de suite compris qu'il ne fallait pas développer l'énergie atomique. Parce que lui, il n'avait rien à faire avec les radiations. Il voyait bien qu'elle tuait les gens, que c'était dangereux, et il ne fallait pas faire d'énergie atomique. Et il a tout le temps milité, lui, contre le développement de l'énergie atomique au Japon. Donc il y a vraiment une coupure entre les gens qui vivent des radiations, en quelque sorte, et puis ceux qui, finalement, soignent les gens irradiés. Et alors aujourd'hui,